Alors, je vais commencer cette conférence par essayer de d'essayer de définir ce qu'on appelle politique de la mémoire. C'est une expression qu'on rencontre encore assez rarement, un petit peu dans la presse, mais qui n'est pas encore, je dirais, tout à fait usuelle ou qui relève plutôt du vocabulaire de spécialistes. Donc, qu'est-ce qu'une politique de la mémoire? Eh bien, c'est une politique publique. Il y a des politiques de retraite, on va en parler prochainement, sans doute si Macron se fait réélire. Il y a des politiques fiscales, il y a des politiques européennes, eh bien, il y a des politiques de la mémoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément que politique de la mémoire? Comme toute politique publique, il s'agit d'un ensemble d'interventions, d'actions menées par une catégorie d'acteurs bien spécifiques, qu'on appelle les acteurs politico-administratifs, et qui ont pour objectif de modifier un état de la société. C'est ça la définition minimale d'une politique publique. Donc ensemble des actions, des interventions, des autorités politico-administratives visant à modifier un état de la société. Ça peut être sur le plan agricole, sur le plan fiscal, sur le plan social, etc. Eh bien, cette définition générale d'une politique publique s'applique aux questions mémorielles. C'est-à-dire que les États, ou plus précisément les gouvernements, mais ça ne se situe pas seulement à l'échelle nationale, il y a aussi des politiques publiques à l'échelle locale, à l'échelle municipale, également à l'échelle d'institutions internationales comme les institutions européennes, qui sont aussi en charge de mener des politiques publiques, et y compris des politiques mémorielles. Donc, qu'est-ce qu'une politique mémorielle? Et si on devait essayer de donner une première définition, donc c'est l'ensemble des actions, des interventions des autorités politico-administratives qui visent à construire et à imposer un certain nombre de souvenirs communs à une collectivité donnée, à une société donnée, et par l'intermédiaire d'instruments spécifiques. Et c'est ce qui fait sans doute que les gouvernements ne sont pas des acteurs mémoriels comme les autres. Certes, on trouve des productions mémorielles à l'échelle individuelle, à l'échelle de familles, à l'échelle d'associations, comme on va le voir, mais les gouvernements et les collectivités locales également disposent d'instruments spécifiques dont ne disposent pas les autres acteurs mémoriels, notamment la possibilité de recourir à des lois, d'orchestrer des commémorations officielles, de panthéoniser un certain nombre de grands personnages, d'agir sur les programmes scolaires, notamment d'histoire, qui ont aussi un impact important sur le plan mémoriel. Donc autant d'instruments d'action qui sont monopolisés par les autorités politico-administratives. Alors, j'insiste bien pour dire que si les autorités politico-administratives ont le monopole d'un certain nombre d'instruments, ça ne veut pas dire que les souvenirs qu'ils essaient de construire, voire parfois d'imposer, sont de fait, je dirais, acceptés par l'ensemble de la société ou des groupes faisant partie de cette société. Il peut y avoir, comme on le verra, des résistances, des oppositions entre les récits, les mémoires construits par les autorités politiques et la manière dont c'est reçu par la société civile ou par une partie de cette société. On l'avait vu notamment des réactions très fortes. Je me souviens à l'époque où Nicolas Sarkozy était chef d'État, avec un certain nombre d'initiatives qu'il avait pu prendre, notamment lorsqu'il avait demandé à ce que chaque élève de CM2 prenne en charge la mémoire d'un enfant de la Shoah. Bon, ça avait suscité un certain nombre de réactions, voire une forme de tollé, y compris au sein de la communauté éducative et même au sein de la communauté juive de France. Donc ça, c'est une distinction importante, le fait d'avoir le monopole d'un certain nombre d'instruments, en tout cas dans nos sociétés démocratiques,
Parce que dans le cas de sociétés totalitaires, bien évidemment, la possibilité de s'opposer au récit officiel est beaucoup plus compliquée. Donc ce qui singularise les régimes démocratiques, c'est aussi une forme de pluralisme des mémoires, et que le fait que l'État n'ait pas le monopole, pour le coup, de la construction d'un récit mémoriel. Et on le voit aujourd'hui à l'œuvre, justement, en Russie, où l'État cherche à, je dirais, construire une forme d'hégémonie en matière de construction de l'histoire et de la mémoire, en vue de nier toute forme, aujourd'hui, d'opposition possible en Russie. Alors, une fois qu'on a défini, là je n'ai fait que définir, il faudra m'arrêter à un moment donné, parce qu'il faut qu'il y ait place à la discussion, sinon ça ne sera pas drôle. Une fois qu'on a défini une politique de la mémoire, il faut la distinguer à la fois, bien évidemment, des mémoires individuelles, donc la manière dont les individus construisent un certain nombre d'événements en souvenir et le remémorent à certaines occasions. Donc distinguer ces politiques de la mémoire qui ont pour but de construire une mémoire que j'appelle, dans mes travaux, donc notamment dans ce que sais-je, sur le devoir de mémoire, donc ce que j'appelle donc une mémoire officielle. Une mémoire officielle. La mémoire officielle donc, se distingue des mémoires individuelles, mais se distingue aussi de ce qu'on appelle en sociologie de la mémoire collective. Alors, qu'est-ce que la mémoire collective ? La mémoire collective, c'est l'ensemble des souvenirs partagés par des groupes intermédiaires, comme les familles, des églises, certaines associations, mais dont l'objectif n'est pas de rendre publique cette mémoire, elle est en quelque sorte à l'adresse des membres auxquels s'adresse cette mémoire. Que vous êtes en famille, vous allez pouvoir, par exemple, les grandes réunions familiales, rappeler un certain nombre de souvenirs communs qui sont au cœur de cette collectivité. Ensuite, autre catégorie de mémoire, ce que j'appelle la mémoire publique. La mémoire publique est une mémoire également collective, mais qui se distingue de la mémoire collective en ce qu'elle rend public un certain nombre de revendications, de troubles, d'insatisfactions. Lorsque vous avez des associations de harkis, lorsque vous avez des associations juives, lorsque vous avez des associations antillaises qui viennent protester ou qui viennent demander un certain nombre de reconnaissances mémorielles, on a affaire à une mémoire publique. D'accord ? Donc, qui se distingue encore une fois de la mémoire collective au sens où les souvenirs ne sont pas tournés vers les membres du groupe, mais sont mis à l'adresse de la société, sont exposés publiquement, par voie de presse, par des manifestations de rue, donc pour attirer l'attention du public sur quelque chose qui ne va pas du point de vue, en tout cas, de cette communauté, de ce groupe. Alors, ce que je vais essayer de montrer dans mon propos, c'est que s'il faut distinguer ces types de mémoires, elles sont aussi en interaction, et notamment entre la mémoire publique et la mémoire officielle. Une partie substantielle, donc ça c'est une thèse directrice que l'on retrouve lorsqu'on analyse les politiques de la mémoire, c'est qu'une part substantielle des politiques de la mémoire, donc de la mémoire officielle, est une traduction transformatrice, mais une traduction de revendications, de demandes qui sont portées par la mémoire publique. C'est-à-dire que ce qui précède, si vous voulez, un certain nombre de politiques mémorielles, ce sont dans les sociétés démocratiques, ce sont des demandes, des revendications qui émanent du tissu associatif. Donc il ne s'agit pas simplement de voir les politiques de la mémoire comme étant un peu hors société, elles sont sans cesse articulées avec des demandes, des revendications qui émanent de la société civile, en tout cas d'une partie d'entre elles.
Alors pourquoi les politiques de la mémoire sont-elles si importantes? Sont-elles si importantes? Pourquoi? On peut le constater à chaque fois qu'il y a un nouveau chef d'État qui est élu. Il y a des choses qui reviennent sur le plan historique, sur le plan mémoriel. Là, on l'a encore vu il y a quelques jours à propos de la guerre d'Algérie. Pourquoi les chefs d'État en France, mais pas seulement en France, pourquoi les gouvernements et les gouvernants en général accordent-ils autant d'importance aux politiques de la mémoire? Eh bien, pour deux raisons principales. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il n'y a pas d'identité sans mémoire. Il n'y a pas d'identité sans mémoire. Alors ça, c'est déjà une leçon qu'on retrouvait chez les philosophes, chez John Locke notamment, le rapport entre mémoire et identité personnelle, mais c'est quelque chose qu'on retrouve également sur le plan collectif. Il n'y a pas d'identité collective sans construction d'une mémoire commune. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'une seule mémoire possible ou qu'un seul récit possible, c'est souvent l'objet de controverses ou de conflits, mais toujours est-il qu'il y a un lien extrêmement fort entre mémoire et identité, à tel point qu'un philosophe comme Paul Ricoeur parle d'identité narrative pour essayer de qualifier justement cette identité de groupe qui se construit par l'intermédiaire de récits mémoriels. Deuxième raison qui explique l'importance des politiques de la mémoire, c'est que c'est un instrument aussi de légitimation du pouvoir politique. De légitimation et aussi parfois de manipulation ou de falsification. Pour rebondir sur l'actualité, regardez la manière dont Poutine tente de reconstruire tout le de mythe de la Grande Russie pour justifier son invasion. Mais vous voyez aussi l'importance de la mémoire et de l'histoire, y compris dans des formes de justification, ici horribles, ou de manipulation de l'histoire. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la distinction entre mémoire et histoire. L'histoire, en tout cas, au sens de la science, a une certaine prétention à l'objectivité. Je dis bien prétention, parce qu'il n'y a pas de science historique, je dirais, exacte. Mais en tout cas, il y a une prétention grâce à une méthodologie, à une administration de la preuve, alors que la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective ou officielle, comporte une dimension davantage subjective. Alors là, j'ai défini un peu le cadre général de mon propos. Alors, je voudrais me focaliser sur les politiques mémorielles en France, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Et encore, le sujet serait bien trop vaste pour une conférence, donc je vais me focaliser sur la période contemporaine, très contemporaine, surtout le XXe siècle, XXe siècle et début du XXIe, et encore en dressant quelques points de repère, je ne pourrais pas bien évidemment rentrer dans tous les détails. Alors si on essaie d'analyser, comme j'essaie de le faire depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les politiques mémorielles dans la France contemporaine, on peut dégager deux grands modèles, qui transcendent d'ailleurs en grande partie les clivages politiques, gauche-droite. Deux grands modèles donc, qui structurent les politiques de la mémoire. Premier modèle, ce qu'on appelle parfois un paradigme, mais ça revient au même, paradigme ou modèle du 11 novembre. C'est le premier modèle qui est toujours en vigueur aujourd'hui, comme j'essaie de le montrer. Et le deuxième modèle, c'est le modèle de la Shoah. Le modèle de la Shoah. Il y a deux grands modèles qui structurent les politiques mémorielles depuis l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale. Alors, qui dit modèle, comme je vais essayer de le montrer, dit le fait que si ce sont des référentiels qui se sont construits au départ autour d'un événement important, la Première Guerre mondiale pour le premier et le génocide commis contre les Juifs
pour le second, c'est un modèle qui va jouer une matrice de sens pour d'autres causes autres que la commémoration de la Première Guerre mondiale et la commémoration de la Shoah. C'est en cela où justement il faut parler de modèles qui vont devoir précisément s'adapter à d'autres causes que les causes pour lesquelles elles se sont instituées initialement. Donc, premier modèle, donc mon propos va s'articuler autour de ces deux grands modèles et je vais commencer donc par le modèle du 11 novembre. Modèle du 11 novembre, quelles sont ses grandes caractéristiques? Il y en a plusieurs, mais qui convergent autour du même point. C'est la reconnaissance des morts pour la France. Reconnaissance des morts pour la France avec l'adoption d'une mention spécifique qui n'est pas simplement honorifique, mais qui a donné le droit aux veuves, aux orphelins, au sortir de la Première Guerre mondiale, d'obtenir un certain nombre de prestations. Donc la reconnaissance des morts pour la France, qui se sont sacrifiés pour la nation. Alors, je n'ai pas le temps ici de m'attarder sur le fait que cette symbolique des morts pour la France, elle est aussi bien antérieure. On la trouve même dès le Moyen-Âge. Là, encore une fois, je me focalise sur la période contemporaine. Il s'agit dans ce modèle, ce qui prédomine, c'est une mémoire combattante. Une mémoire combattante. Donc, il s'agit de commémorer d'abord et avant tout des victoires. Des victoires de la France par rapport aux ennemis, aux occupants, très clairement. Et elle est portée aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, enfin pas simplement aujourd'hui, par le ministère de la Défense et plus précisément par le secrétariat d'État aux anciens combattants, qui joue vraiment le rôle central, je dirais, d'orchestrer ce paradigme mémorial. Autre caractéristique, mais qui rejoint ce que j'ai dit précédemment, ce paradigme vise à rendre hommage à des événements plutôt glorieux de l'histoire de France. Très clairement, donc des victoires militaires, mais on pourrait y inclure aussi au-delà des grands personnages qui ont œuvré à la grandeur de la France. Donc c'est un paradigme qui se construit autour d'un référentiel national et qui comporte une dimension, on peut dire, narcissique, alors pas simplement au sens freudien du terme, mais au sens anthropologique, c'est-à-dire qui vise à donner une image positive, une image positive de la société française, de son histoire, de ses grandeurs, etc. etc. Donc ça, c'est ce premier paradigme. Donc je m'attarderai sur le second tout à l'heure. Donc ce paradigme du 11 novembre, même s'il a des sources plus anciennes, se construit donc après la Première Guerre mondiale. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il est à l'initiative dans ses rituels et dans sa symbolique des associations d'anciens combattants. Le modèle du 11 novembre qu'on voit encore courir chaque 11 novembre de chaque année avec la minute de silence, le dépôt de gerbes. Alors, il n'y a plus trop aujourd'hui l'appel des noms, mais il y avait en tout cas au sortir de la Première Guerre mondiale l'appel des noms. Donc c'est un rituel qui construit une sorte de sacré civique, de sacré républicain. Alors il emprunte bien évidemment un certain nombre de rituels à des rituels religieux, notamment chrétiens, notamment le dépôt de gerbes qu'on retrouve dans les commémorations religieuses, mais ici qui est sécularisé, qui est laïcisé, et qui se fait même, pour la plupart du temps, en dehors de lieux religieux, qui se fait sur la place des villages, où on va instaurer des plaques commémoratives, et on va avoir lieu des cérémonies en hommage à ceux qui sont justement morts pour la France. Mais tout ce rituel, ce cérémonial, un certain nombre d'historiens ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment Antoine Prot, a été inventé non pas au départ par les pouvoirs officiels. Les pouvoirs officiels au départ, c'est-à-dire les gouvernants
qui ont succédé à la Première Guerre mondiale souhaitaient des défilés militaires, souhaitaient qu'il y ait vraiment des défilés militaires, un peu comme le 14 juillet, etc., etc. Les associations d'anciens combattants se sont opposées à ce type de rituel, du fait de leur pacifisme très imprégné, très fort, et voulaient que ces commémorations se fassent sous le signe du deuil. C'est une forme de commémoration mortuaire à l'égard de ceux qui sont tombés, les camarades qui ne sont pas revenus, qui sont morts sur le front. Alors certes, on célèbre une victoire, bien évidemment, on célèbre une victoire, la victoire de la France contre l'ennemi prussien et d'autres ennemis de l'époque. On célèbre une victoire, une grande victoire militaire, mais on commémore en même temps des morts. Donc il y a ces deux dimensions qui tranchent complètement avec les commémorations qui pouvaient y avoir lieu au début de la Troisième République, au cours des cérémonies du 14 juillet, qui se faisaient de manière totalement festive. C'était une fête populaire, le 14 juillet. Les premiers types de commémoration sous la Troisième République, ce sont des fêtes populaires. Les commémorations du 11 novembre ne se font pas du tout sous les auspices de la fête. Pas du tout. C'est vraiment sous la forme d'une cérémonie mortuaire, très clairement. Même si on célèbre en même temps la grandeur de la France, ses principes et sa victoire. Donc une sorte de contraste, si vous voulez, entre ces deux dimensions. Alors, ce qui va s'inventer, ce qui va se construire au lendemain de la Première Guerre mondiale, va jouer ultérieurement une fonction justement de modèle, de matrice de sens, de matrice de pratique pour d'autres événements ultérieurs. Alors, source, matrice, modèle, mais avec en même temps une nécessité de s'adapter aux particularités des événements qui vont advenir et qui ne sont pas exactement de même nature que ceux de la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, où les combattants vont essayer d'obtenir la même forme, donc les combattants de 1940 vont essayer d'obtenir les mêmes formes de reconnaissance que ceux de leurs aînés de 14. Sauf que, et c'est une première différence entre les commémorations des deux guerres, sauf que l'armée régulière de 1940 a subi une défaite, voire une humiliation, alors que l'armée de 14-18 a été victorieuse. Donc, difficulté pour les associations d'anciens combattants de l'armée régulière après la Seconde Guerre mondiale à avoir la même reconnaissance, même si c'est sur le modèle de la reconnaissance de leurs aînés qu'ils souhaitent bien évidemment construire leur demande. Seconde spécificité par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'importance de la résistance civile. D'abord de la résistance qui, elle, va jouir, je dirais, de la plus grande reconnaissance par rapport aux soldats de l'armée régulière, même si certains soldats de l'armée régulière, après la débâcle, se sont engagés eux-mêmes dans la résistance, mais ici selon une autre voie. Et dans cette résistance, bien évidemment, il n'y avait pas que des militaires. Il y avait aussi des civils qui ont pris le maquis, et notamment des anciens du STO qui ont fui le service travail obligatoire d'Allemagne et qui sont partis rejoindre les maquis. En tout cas, il n'y avait pas que des militaires. Ça, c'est important. Troisième caractéristique, c'est la division entre les gaullistes et les communistes, entre la résistance gaulliste et la résistance communiste, qui a pu compliquer, si vous voulez, le travail de commémoration, puisque après-guerre, vous aviez d'un côté les communistes qui commémoraient leurs propres héros, les gaullistes de l'autre côté. Bon.
et sans qu'il y ait eu, ou rarement, une forme de, je dirais, de consensus entre les deux grands mouvements commémoratifs de la résistance. Donc vous voyez en quoi ici un même modèle, parce qu'on va retrouver malgré tout dans les cérémonies, surtout lorsque le 8 mai va être instauré comme journée de commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, on va retrouver des rituels proches, hein, la minute de silence, des pots de gerbe, etc., etc., les monuments aux morts sur les places des villages. Donc on va retrouver une même matrice ou une matrice similaire, mais avec les spécificités liées notamment aux acteurs qui ne sont plus exactement les mêmes. Troisième extension, donc non plus la Seconde Guerre mondiale, donc seconde extension du modèle du 11 novembre, aux guerres dites décoloniales. Guerres dites décoloniales. Qui marque également une particularité. Enfin, plusieurs particularités par rapport à la fois à la Seconde Guerre mondiale et par rapport à la Première Guerre mondiale, du point de vue des commémorations. Première particularité, il s'agit de défaites si ce n'est militaires, au moins politiques. Alors que même pendant la Seconde Guerre mondiale, même s'il y avait la débâcle de 1940, le général de Gaulle a construit tout un récit, et pas simplement lui, pour rendre la France victorieuse, d'une certaine manière. Si elle a encore un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est précisément parce que de Gaulle a réussi à faire passer, si je puis dire, la France au rang de nation victorieuse, ce qu'elle a contribué, bien évidemment, à faire et à être du fait des actions menées pendant la résistance, mais en occultant quand même le régime collaborationniste de Pétain et de Laval. Bon. Donc on pouvait encore dire que la Seconde Guerre mondiale pouvait, malgré la débâcle de 1940, se construire autour d'une image glorieuse, hein, et qui est aussi symbolisée par la libération de Paris, libérée par les troupes générales Leclerc, etc. etc. Bon. Là, les guerres décoloniales, c'est une autre paire de manches, si je puis dire, parce que là, c'est une défaite politique, et il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu, etc. etc. Donc là, ce qui s'est produit, c'est comment commémorer des défaites, pure et simple, sans qu'il y ait une contrepartie victorieuse, comme il y a eu pour la résistance pendant cette guerre mondiale. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à une certaine époque, très récente, à partir des années 2010, donc c'est quand même très récent, il n'y a eu pratiquement aucune commémoration officielle. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a eu des obstacles majeurs qui se sont posés à la reconnaissance de ces guerres décoloniales dans le paradigme du 11 novembre. Ou en tout cas, c'est un phénomène qui est très récent. On a vu déjà la reconnaissance, je parle par rapport à la guerre d'Algérie, déjà le fait que ça soit une guerre, parce qu'avant 1999, qui est un acte de reconnaissance du Parlement français qu'il s'agissait bel et bien d'une guerre, avant c'était considéré simplement comme une opération de maintien de l'ordre en Algérie, mais pas du tout comme une guerre. Donc vous imaginez bien la difficulté qu'il y avait pour les anciens combattants, notamment les appelés du contingent pendant la guerre d'Algérie, à obtenir une reconnaissance mémorielle à partir du moment où, avant 1999, on ne considérait même pas qu'il s'agissait véritablement d'une guerre. Bon. Autre spécificité par rapport aux guerres décoloniales, et notamment à celle qui était peut-être la plus importante, qui est la guerre d'Algérie, c'est le fait que les combats se sont déroulés principalement en dehors de la France métropolitaine. Bon, il y a eu quelques attentats, comme vous savez, à Paris ou autres, mais le gros des combats
s'est passé en dehors de la France métropolitaine, à la différence de la Première Guerre mondiale et de la Seconde, où bien évidemment les combats ont eu lieu, donc il y a eu un concernement beaucoup plus vif lorsque les combats ont lieu directement sur le sol métropolitain. Autre particularité encore des guerres décoloniales, c'est, et notamment par rapport à la guerre d'Algérie, c'est la très très grande division des porteurs de mémoire. Je vous disais que autant la Première Guerre mondiale a été relativement consensuelle, du point de vue commémoratif, relativement, sauf à partir des années 90 avec la question des fusillés pour l'exemple, mais d'une manière générale, c'est quand même la guerre à l'époque contemporaine sur le plan commémoratif qui est la plus consensuelle. Par rapport à la Seconde Guerre mondiale, vous avez dit qu'il y avait une division entre communistes et gaullistes. Là, par rapport à la guerre d'Algérie, bien évidemment, on a une mosaïque de porteurs de mémoire qui sont en conflit, je dirais, structurel. On l'a vu encore sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, entre les harkis, les forces dites supplétives, les pieds noirs, la mémoire des appelés du contingent, la mémoire des nostalgiques de l'Algérie française, la mémoire indépendantiste, elle-même divisée entre le FLN et les messalistes. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a pas plus divisé sur le plan des mémoires publiques, pour reprendre le concept initial, que la guerre d'Algérie, d'où la difficulté, ou la très grande difficulté, de transformer cette mémoire en mémoire officielle. Alors, il y a eu un certain nombre de lois qui ont permis la reconnaissance du rôle des harkis, la reconnaissance des appelés du contingent. Il y a même une loi extrêmement controversée qui visait à reconnaître le rôle positif de la colonisation, la loi de février 2005. Mais ici, à chaque fois, ça a provoqué des tollés, des divisions. Et on voit très bien comment Emmanuel Macron, au cours de son mandat, n'a cessé en fonction de cette mesure. S'il prenait telle ou telle mesure, il allait plutôt en faveur de tel porteur de mémoire, mais du même coup, il se retrouvait avec les autres, ou une grande partie des autres, contre lui. Donc, très grande difficulté pour ces mémoires, précisément, à rentrer dans le cadre du modèle du 11 novembre, même s'il y a eu des choses qui ont été faites, notamment pour reconnaître sur les plaques commémoratives. Vous avez un certain nombre aujourd'hui dans les villages de noms de soldats qui sont morts en Indochine, en Algérie, etc., etc. Donc qui visent à inscrire même cette mémoire conflictuelle dans ce paradigme du 11 novembre. Et l'une des mesures qui va, je dirais, exactement dans le sens de ce 11 novembre qui a valeur paradigmatique, qui a valeur de modèle, c'est la réforme initiée par Nicolas Sarkozy en 2012 et qui vise à remanier le sens du 11 novembre. Avant la réforme de 2012, qu'est-ce qu'on commémorait le 11 novembre? Uniquement la Première Guerre mondiale. Depuis 2012, le 11 novembre, qu'est-ce qu'on commémore? L'ensemble des morts pour la France. Et pas simplement les morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Y compris d'ailleurs, c'est aussi le sens de la réforme voulue par Sarkozy, ceux qui sont morts en opération extérieure, dite OPEX, au Mali, en Afghanistan, etc., etc., etc. Et comme les fronts sont loin aussi, il y a un moindre concernement national. Donc c'était aussi une manière, je dirais, de rendre hommage à ceux qui sont moins visibles que leurs aînés, parce que les théâtres d'opération sont très éloignés. Et la plupart du temps, en tout cas depuis 2012, le 11 novembre, les chefs d'État rendent un hommage particulier aux soldats morts dans l'année, dans le cadre d'opérations dites OPEX, opérations sur les théâtres extérieurs.
voilà, j'en ai terminé pour le premier modèle, pour le premier modèle du 11 novembre, bon, qui est toujours en vigueur, qui est toujours structurant. Donc j'en viens maintenant au second modèle, modèle dit de la Shoah, ou paradigme de la Shoah, qui comporte des caractéristiques diamétralement opposées au paradigme précédent, très clairement. C'est un modèle qui se construit autour de la figure de victimes qui ne sont pas en même temps des combattants. C'est la différence majeure avec le paradigme du 11 novembre, qui rend d'abord et avant tout hommage à ceux qui ont combattu, qui ont versé le sang d'une manière ou d'une autre pour la France. Le paradigme du 11 novembre, donc, c'est un paradigme, c'est un modèle qui se construit autour d'un référentiel national. Le référentiel ou le modèle de la Shoah se construit autour d'un référentiel supranational, très clairement supranational. Alors quel est-il ? Les droits de l'homme, le droit international, la notion de crime contre l'humanité, autant de paramètres, si vous voulez, qui vont définir ce fameux paradigme de la Shoah. Dans le cas plus spécifiquement français, il s'agit en même temps d'un modèle qui ne vise non pas seulement, qui ne vise pas du tout justement à rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France, mais en quelque sorte à celles et à ceux qui sont morts à cause de la France, c'est-à-dire des victimes par la faute du gouvernement, de l'État, voire une partie de la société française. C'est comme cela que s'est construit progressivement ce modèle, ce paradigme. À la différence également du modèle du 11 novembre, le modèle de la Shoah s'adresse à des groupes particuliers. Précisément les Juifs qui ont été victimes de l'Holocauste, alors que le paradigme du 11 novembre, même s'il peut rendre hommage à des individus en particulier, les poilus, les combattants, ont eux-mêmes, je dirais, une valeur métonymique, c'est-à-dire pour le tout. Ils se sont sacrifiés, mais pour la France. Donc c'est un groupe particulier, certes, mais qui représente la nation en même temps. C'est une partie qui représente le tout. Alors, comme j'essaierai un petit peu de le montrer, mais je n'aurai sans doute pas le temps, ce modèle de la Shoah, donc, qui s'est construit au départ autour de l'événement, le génocide commis contre les Juifs, va servir aussi de modèle pour la défense d'autres causes mémorielles qui n'ont rien à voir avec la Shoah, notamment la reconnaissance de l'esclavage et de la traite négrière comme crime contre l'humanité, qui va aussi s'inscrire dans le cadre de ce modèle où il s'agit aussi de reconnaître la responsabilité de la France, en tout cas d'une certaine France ancienne, dans la déportation d'Africains, etc. Donc c'est aussi la reconnaissance de morts à cause de la France et non pas de morts pour la France. Alors, d'un point de vue historique, ce modèle de la Shoah se construit là aussi autour d'une mémoire publique. Ce n'est pas les pouvoirs officiels qui l'ont construit au départ. C'est une mémoire associative qui est portée par des associations de rescapés juifs, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Rescapés qui vont se constituer autour d'associations dites israélites à l'époque, et qui vont entreprendre déjà de ce qui ne s'appelait pas encore, mais qui ressemblait fort, autour d'un devoir de mémoire à l'égard de ceux qui sont restés dans les camps. Ceux qui sont restés dans les camps et qui n'ont pas pu témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc il y a un impératif de témoignage, un devoir de témoignage pour les rescapés
de la Shoah qui va se constituer, qui va être très fort. On va voir apparaître dès l'après-guerre, dès les années 46-47, des premiers pèlerinages à Auschwitz, à Buchenwald, etc. Buchenwald. Donc cette mémoire de la Shoah, même si bien évidemment la Shoah n'était pas ignorée des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, même des intellectuels, donc il n'y a pas de grand silence là-dessus, mais il n'y avait pas de traduction du point de vue de la mémoire officielle. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il y avait, je dirais, deux types d'identification par rapport aux déportés, puisque vous aviez des déportés résistants, comme vous savez, vous aviez des déportés raciaux. Il y avait encore d'autres catégories, homosexuels ou autres, mais les deux principales catégories étaient les déportés raciaux et les déportés résistants. Or, ceux qui ont bénéficié effectivement de la plus grande reconnaissance au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les déportés résistants, très clairement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont combattu. Donc c'est encore le poids de la reconnaissance de la mémoire combattante. Alors je ne parle pas ici des Juifs qui sont rentrés dans les mouvements de la résistance, qui sont assimilés comme les autres à des résistants et qui bénéficient des mêmes honneurs et des mêmes hommages. Ce qui n'est pas le cas pour celles et ceux, pour les déportés raciaux qui n'ont été déportés que pour ce qu'ils étaient, si je puis dire, c'est-à-dire juifs, et non pas pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont combattu. Donc très peu de place après-guerre pour cette mémoire-là, qui est restée cantonnée à une mémoire collective, à une mémoire associative, mais qui n'a pas trouvé ou très peu de traduction en termes de mémoire officielle, de politique mémorielle officielle. Donc, domination assez écrasante du premier modèle, du modèle du 11 novembre, qui a empêché aussi la possibilité à un autre modèle de pouvoir voir le jour. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris plusieurs décennies, faudrait-il dire. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous les détails, mais en insistant sur un certain nombre quand même un certain nombre d'événements, un certain nombre de transformations qui sont opérées au sein de la société française. Et pas simplement française, parce que c'est aussi un phénomène mondial, la question de la reconnaissance de l'Holocauste. Il y a eu l'impact du procès Eichmann, alors, qui ne s'est pas déroulé chez nous, mais qui s'est déroulé, comme vous le savez, à Jérusalem. Pourquoi impact du procès Eichmann ? Eh bien, du fait de sa médiatisation au-delà d'Israël, et du fait de la place accordée aux victimes, directement aux victimes. Vous savez, au cours des procès de Nuremberg, où on a jugé un certain nombre d'anciens criminels nazis, il y avait très peu de victimes à la barre. Très très peu de victimes qui sont venues témoigner. Ça relevait avant tout, je dirais, d'une logique où les vainqueurs, les vainqueurs, les alliés, accusaient et jugeaient les anciens criminels nazis, mais ici avec extrêmement peu de témoignages de victimes. De même, la première épuration en France, où on a jugé Pétain, Laval et tant d'autres, il y a eu très très peu c'était l'État qui s'est retourné contre d'anciens dirigeants, mais ce n'étaient pas des associations civiles de victimes qui se sont retournées contre leurs anciens bourreaux. Et d'ailleurs, la question de l'Holocauste et de la Shoah n'était pas du tout le motif principal pour lequel Pétain, Laval, etc. ont été condamnés. Ils ont d'abord été condamnés pour haute trahison. Ce qui témoigne du fait qu'à cette époque-là, la question de l'Holocauste, la question de la Shoah n'était pas du tout au centre des politiques mémorielles. C'était davantage, je dirais, un conflit politique interne autour de la question de la trahison et de la collaboration.
Donc, changement avec le procès Eichmann, où pour la première fois, sans doute, on a accordé autant d'importance à des victimes qui sont venues témoigner, hein, des anciens rescapés des camps qui sont venus témoigner contre, contre le système nazi et contre Eichmann, bien évidemment. Autre facteur qui a joué un rôle important, et là je vous renvoie aux travaux de l'historien Henri Rousseau, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, c'est la remise en cause à partir des années 70 de ce que certains historiens ont appelé le mythe résistentialiste. Alors, c'est quoi le mythe résistentialiste ? C'est l'idée selon laquelle la résistance ne serait pas été seulement le fait d'une petite élite, je dirais, qui a pris le maquis ou qui est allée à Londres, mais que la France, dans son esprit, presque dans sa globalité, était résistante. Hein, bon. L'une des meilleures illustrations de ce résistentialisme, c'est le film sans doute qui a connu le plus grand succès, qui est La Grande Vadrouille, et qui redonne une image extrêmement positive de c'est la bonne sœur, c'est le chef d'orchestre, c'est tout le monde qui résiste, si vous voulez, à sa manière. Bon. Donc ça, c'est un mythe qui a été véhiculé en partie par De Gaulle, en partie aussi par des communistes, en partie par des historiens. Donc l'idée que la résistance n'était pas simplement le fait d'une élite, hein, que la France, dans son essence, était résistante. Et que la collaboration, du même coup, corrélativement, était le fait d'une petite élite corrompue, hein, autour de Laval, Pétain, etc. Bon. Un certain nombre de travaux d'historiens, notamment américains, je n'ai pas le temps de m'y attarder, Paxton ou autres, ont montré qu'en fait c'était bien plus compliqué que ça. C'est que bon, la France, dans son immense majorité, n'était pas contente de l'occupation, bien évidemment, mais était plutôt attentiste, sans avoir été résistante au sens le plus actif du terme, et qu'en contrepartie, le gouvernement de Vichy n'a pas simplement subi les ordres des nazis, mais les a anticipés, les a même été plus loin sur un certain nombre de choses, notamment l'instauration des lois anti-juives. Donc tout cela a remis en cause un peu une image un peu narcissique que les historiens, qu'un certain nombre d'historiens français ou que la société française pouvait se faire de son propre passé. Donc remise en cause du mythe résistentialiste, impact aussi des guerres israélo-arabes sur la communauté juive française qui va se rapprocher d'Israël et qui va se ressouder à partir des années 70. Et le rôle joué par des entrepreneurs de mémoire qui vont jouer un rôle très important au cours des années 70. Notamment les époux Klarsfeld. Hein. Les époux Klarsfeld, et notamment Serge Klarsfeld, hein, qui était avocat à l'époque, avocat historien, et qui va jouer un rôle très très important au cours de cette période, puisqu'il va s'appuyer sur une loi, la loi de décembre 63, qui reconnaît reconnaît le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité. Donc c'est une loi qui internalise, c'est-à-dire qui internalise une norme juridique internationale qui a été élaborée au cours des tribunaux de Nuremberg, puisque avant, dans notre arsenal juridique, il n'y avait pas la notion de crime contre l'humanité. Donc c'est à partir de 63 que cette loi a été votée par le Parlement. Sauf qu'elle a été votée au départ pour poursuivre d'anciens criminels nazis. À l'époque où la République fédérale allemande souhaitait élaborer des dispositifs d'amnistie à propos d'anciens nazis. Enfin, bon, bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est important, c'est que les époux Klarsfeld vont non seulement utiliser cette loi pour poursuivre d'anciens criminels nazis, mais chose remarquable, vont aussi utiliser cette loi pour poursuivre d'anciens criminels français, hauts responsables français. Touvier, Papon, Le Gay, etc., etc. Donc c'est à partir des années 70 et le début des années 80 qui vont commencer à déposer des plaintes
pour crimes contre l'humanité au sein d'un certain nombre de tribunaux, notamment à Lyon, à Chambéry. Alors, ça a pris du temps, mais ça a pris du temps aussi pour que les tribunaux se déclarent compétents, parce qu'au départ, ils se déclaraient incompétents, estimant que ça relevait des crimes de guerre, et non pas de crimes contre l'humanité. Bon. Toujours est-il qu'il a fallu attendre, surtout les années 80, pour voir un certain nombre de ces hauts responsables traduits en justice, et pour la plupart d'entre eux, condamnés pour crimes contre l'humanité. Donc, ces actions entreprises par les époux Klarsfeld, aussi à travers leur association des anciens déportés, des filles et des filles déportées juives de France, ont joué un rôle important de visibilisation dans la société civile française de l'importance de l'Holocauste, de l'importance de la Shoah, même si l'événement, bien évidemment, n'était pas méconnu, mais en insistant de plus en plus sur, et ce qui va devenir leur véritable cheval de bataille, en insistant sur la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Ça va être leur combat. Ça va être leur combat pendant des décennies. Bien pendant des décennies. Donc là, on en reste encore dans les années 70 au niveau de la mémoire publique, au niveau, même s'il y a eu des conséquences sur le plan juridique, mais sans qu'il s'opère encore véritablement une officialisation, c'est-à-dire la construction d'une politique publique de la mémoire, ici, en lien avec ce modèle de la Shoah. Cela va prendre plusieurs étapes à partir des années 1980. Première étape importante, 1985, c'est la reconnaissance d'une mention mort en déportation, qui est à l'initiative de Robert Badinter, qui était garde des Sceaux, qui était connu à l'époque, bien évidemment, comme étant l'artisan de l'abolition de la peine de mort, mais qui a joué un rôle très très important aussi à cette époque dans l'officialisation de ce modèle de la Shoah. Donc déjà avec l'instauration d'une loi qui porte une nouvelle mention qui va, je dirais, contrebalancer la seule mention qui existait sur le plan juridique, qui est celle de mort pour la France, et qui donnait le droit à un certain nombre d'honneurs, d'hommages, etc. Désormais, une nouvelle mention pour ceux justement qui n'avaient pas pu l'avoir, mais qui étaient morts dans les camps, d'avoir une mention symbolique de mort en déportation. Deuxième étape importante, 1990, bien évidemment, c'est le vote de la loi Guessot. Vote de la loi Guessot qui crée un délit de négationnisme, puisque à cette époque, vous aviez un certain nombre de pseudo-historiens qui propageaient des thèses négationnistes, donc qui remettaient notamment comme Faurisson en cause l'existence des chambres à gaz, et qu'il n'y avait pas d'appareil législatif pour pouvoir contrer ce type de discours. Donc c'est la raison pour laquelle Jean-Claude Guessot a proposé une loi qui punissait ceux qui cherchaient à remettre en cause l'existence des chambres à gaz. Troisième étape, 1992-1993, c'est une loi et un décret qui sont extrêmement importants dans l'histoire des politiques mémorielles en France, puisqu'ils instituent une journée nationale de commémoration des persécutions racistes et antisémites commises par le gouvernement de Vichy. Pourquoi est-ce une véritable inflexion, une transformation, une petite révolution sur le plan mémoriel? C'est qu'avant 1992-1993, toutes les lois de commémoration, toutes les commémorations nationales, il n'y en a pas 36 000, visaient à célébrer des événements heureux, en tout cas glorieux, narcissiquement positifs du point de vue de notre histoire nationale. Pour la première fois ici, il y a une loi qui crée une journée de commémoration, non pas pour commémorer nos gloires passées, même s'il y avait eu des morts, mais ici, quelque part, notre honte sur le plan historique et passé, qui était précisément le rôle joué par le gouvernement de Vichy
dans la déportation des Juifs de France. Sauf que les associations, un certain nombre d'associations juives françaises, et notamment celles portées par Klarsfeld, souhaitaient aller plus loin que l'intitulé du décret, puisque le décret, d'abord la loi et ensuite le décret pris sous Mitterrand, parlait de gouvernement de fait. Or, ici, l'une des stratégies, et les mots ont leur importance, visait à faire en sorte que l'État ne soit pas reconnu coupable, que ce soit seulement un gouvernement, mais que l'État, avec l'ensemble de ses institutions, de ses structures, la police, la justice, l'éducation, etc., ne soit pas mis en cause, que ce soit simplement un petit gouvernement, je dirais, corrompu. Et là, Mitterrand restait dans une lignée très gaullienne. La République n'est pas comptable de ce qui s'est passé, l'État n'est pas comptable de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une petite élite, encore une fois, corrompue. Or, un certain nombre d'associations comme le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, l'association Klarsfeld ou autres, voulaient une reconnaissance de la responsabilité de l'État et pas simplement du gouvernement. Et là, il faut attendre Jacques Chirac en 1995, c'est la 4e étape, au cours d'un discours devenu extrêmement célèbre, un discours du 16 juillet 1995, où pour la première fois en France, un chef d'État, qui plus est venant de la famille gaulliste, et il était très critiqué à l'époque dans son propre camp pour ce discours, va reconnaître la responsabilité de l'État français, pas simplement du gouvernement de Vichy, mais de l'État français, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble de ses institutions, responsabilité de la police, responsabilité de la justice, responsabilité, etc. Et jusqu'à parler même dans son discours de faute collective. Alors, vous imaginez, ce n'est pas simplement une responsabilité de l'État, mais même une partie de la société française a été responsable de... Donc ça, c'est une étape très importante, ce discours de Chirac, qui donnera lieu aussi à l'instauration d'une commission qu'on appelle la commission Matteoli, qui a eu pour tâche de faire état de l'ensemble des biens juifs qui avaient été spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui couvaient à la Caisse des dépôts, qui n'avaient pas été restitués à un certain nombre de survivants ou de descendants. Donc, dernière étape enfin, qui est la loi de 2000, qui reformule la précédente journée de commémoration nationale de 92-93 et qui instaure donc en 2000 une journée nationale à la mémoire des victimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Donc là aussi, c'est une loi extrêmement importante, qui reconnaît une responsabilité historique, qui ne commémore plus un événement glorieux de l'histoire nationale, mais un événement qu'on peut dire honteux, une page sombre, une page noire de notre histoire. Alors, je ne vais pas avoir le temps, pour laisser place quand même à la discussion, de voir après tout le processus d'extension de ce modèle de la Shoah à d'autres causes, notamment l'esclavage et la traite négrière. Je vous renvoie à mon que sais-je pour ceux que cela intéresse. Mais je voudrais simplement conclure sur le fait que ces deux modèles, donc le modèle du 11 novembre, le modèle de la Shoah, si ce sont des modèles qui sont antagonistes, on a vu pourquoi, cohabitent, coexistent depuis 20 ans, depuis 30, enfin même plus que ça, depuis 30 ans, et que chaque gouvernement, de gauche comme de droite, est obligé sur un plan électoral à puiser dans l'un de ces registres. Alors évidemment, il y a des gouvernements qui vont puiser un peu plus, qui vont pencher un peu plus vers l'un plutôt que vers l'autre. Très clairement, au cours du mandat de Sarkozy a essayé de se détacher le plus possible d'un modèle qui visait à reconnaître les morts à cause de la France. Mais il n'a pas pu, malgré tout, s'empêcher malgré tout d'y faire référence et d'y puiser, aussi pour des questions de compétition politique, tout simplement, parce que se référer à un seul modèle serait se mettre à dos une part de l'électorat proche du second modèle.
Donc ce qui prédomine aujourd'hui, c'est une cohabitation, une coexistence de ces deux modèles qui structurent nos politiques de la mémoire. Est-ce que vous avez à nous parler de ce qui se fait dans d'autres pays? Par exemple, que commémore-t-on en Allemagne, en Angleterre et particulièrement aux États-Unis? On n'a pas tellement une bonne vision de ça quand on est en France. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, bien évidemment, de ce qui se fait ailleurs, même si j'ai lu certaines choses. Alors, dans le cas de l'Allemagne, par rapport aux deux guerres, jusqu'à une époque très récente, bien évidemment, ils étaient très discrets sur les, sur les deux guerres. Vous pouvez vous l'imaginer. Alors, il y a des initiatives depuis quelques années en Allemagne, mais qui ne sont pas encore véritablement ou pas complètement officielles, mais qui émanent d'une partie de la société civile, qui visent à commémorer ou à rendre hommage au rôle joué par la République de Weimar dans le fait qu'elle a essayé, enfin que c'était une des rares périodes précisément entre les deux périodes sombres. Mais c'est quand même très très compliqué, en tout cas outre-Rhin, de commémorer, où là ça ne serait que des commémorations négatives, si on peut dire, hein, ce ne serait que des commémorations négatives. Même s'il y a eu des choses qui ont été faites, parce que du côté de l'Allemagne, malgré tout, même s'ils ne vont pas célébrer des grandeurs, puisque non seulement ils ont perdu, ils ont commis les atrocités que l'on sait, mais c'est quand même un des pays qui a été, je dirais, sans doute peut-être le premier à reconnaître un certain nombre de ces crimes. En même temps, le geste de Willy Brandt qui va s'agenouiller à Varsovie et qui va demander un geste de quasi-repentance ou de pardon, alors que lui-même n'y est absolument pour rien, enfin n'a pas du tout, au contraire, il était plutôt dans une position de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que l'Allemagne a joué un rôle important dans le fait de reconnaître un certain nombre de ces crimes, hein, qui a eu, à la différence de l'Autriche, qui n'a pas du tout fait ce travail de mémoire et ce travail d'histoire, l'Allemagne a fait un travail extrêmement important à partir des années 60-70. Ça n'a pas été le cas dans les années 50, hein, mais il a fallu surtout attendre les années 70-80 pour qu'il y ait des choses déjà qui se mettent en place. Et ça, c'est souvent avec la venue d'une nouvelle génération. C'est les enfants des parents qui ont soutenu Hitler, qui vont demander des comptes à leurs parents ou à leurs grands-parents et qui vont souhaiter aussi entreprendre une autre manière de se rapporter à ce passé extrêmement, bien évidemment, problématique côté Outre-Rhin, ça c'est clair. Alors, côté britannique, côté états-unien, bon, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il est très clair qu'on retrouve aussi, pour avoir moi travaillé pas mal sur les questions de mémoire de l'esclavage, on va retrouver un peu ces deux modèles. À la fois un modèle qui vise à glorifier soit la puissance coloniale, ou l'ancienne puissance coloniale britannique ou états-unienne, ou alors le rôle joué par les élites métropolitaines qui ont joué un rôle dans le processus d'émancipation des anciens esclaves. Donc vous avez un premier modèle, si vous voulez, un premier modèle qui vise plutôt à héroïser le modèle colonial ou alors le modèle abolitionniste, et un autre modèle qui est plus centré sur les victimes de l'esclavage colonial, ou plus centré sur le rôle des héros de couleur, hein, Toussaint Louverture par exemple, le colonel Delgrès, qui ont joué un rôle dans leur propre processus d'émancipation sans avoir l'aval nécessairement des métropolitains qui ont donné la liberté aux anciens esclaves. Donc là, on va pouvoir retrouver certaines similitudes. Il y a toujours des particularités, bien évidemment. Pour revenir sur l'esclavage, la seule chose que je connais que le gouvernement français fait en ce qui concerne l'esclavage, c'est de célébrer l'abolition de l'esclavage par la Convention en accordant une journée chômée dans les DOM. Par exemple, à La Réunion, c'est le 20 décembre, qui s'appelle fête de Fête-Cafre ou la fête de l'abolition de l'esclavage, même s'il a été plus ou moins rétabli par la suite sous Napoléon, il me semble. Et que il n'y a pas eu réellement
un arrêt de l'esclavage, mais ce que le gouvernement français met en avant en donnant cette journée de congé dans les DOM, c'est le moment où un émissaire de la Convention est arrivé dans les îles pour dire, voilà, l'esclavage est aboli. Moi, c'est tout ce que je connais qui est fait actuellement au niveau de l'État français. Alors là, c'est plutôt glorieux, c'est nous l'avons aboli. Enfin, c'est plutôt dans le style 11 novembre, quoi, quelque part. Merci. Alors, le cas de l'esclavage est extrêmement compliqué puisque il y a plusieurs dates. En fait, il y a plusieurs dates. Il y a toute une série de dates qui a été adoptée en 1983 qui sont propres à chaque département d'outre-mer. Il y a une date spécifique pour la Martinique, il y a une date spécifique pour la Guadeloupe, pour la Réunion, pour la Guyane, etc. etc. Bon. Alors, comment expliquer cela? Il n'y a pas eu de consensus à l'époque. Il n'y a pas eu de consensus parmi les conseillers généraux des DOM. Et le gouvernement, au départ, le gouvernement maurois à l'époque, le gouvernement maurois souhaitait initialement une même date pour l'ensemble de la nation. Sauf qu'on était à l'époque au moment où on votait aussi les premières lois de décentralisation. Et le gouvernement, pour faire un geste, a dit, bon, écoutez, on est dans l'optique un peu décentralisatrice, on va laisser à chaque département le soin de choisir une date spécifique, et qui est chômée, hein. En tout cas dans les tomes. Ce débat sur la question de la date concernant la commémoration de l'abolition de l'esclavage a refait surface en 1998, au moment du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 1848, mais sans que là, encore une fois, il y ait eu consensus autour de la date. Il a fallu attendre quelques années plus tard pour que, sous l'ère Chirac, pour qu'une date de commémoration nationale, donc il y en a bien une, madame, il y en a bien une qui est le 10 mai de chaque année, hein, mais qui n'est pas chômée, mais il y a bien une date de journée commémorant l'abolition de l'esclavage, enfin l'esclavage et ses abolitions, qui est le 10 mai, et qui s'ajoute donc aux dates qui existent en plus dans les DOM. D'accord ? Et depuis 2017, vous avez une troisième date qui a été instituée à la demande d'un certain nombre d'associations qui vise à commémorer les souffrances de l'esclavage colonial. Donc, qui insiste là pas tellement sur l'acte d'abolition qui renverrait là plutôt à un paradigme héroïque, si vous voulez, à un modèle héroïque, où c'est la France qui libère les esclaves par décret, mais là où, au contraire, on insiste sur ceux qui ont eu à subir directement l'esclavage colonial et qui ont eu à souffrir de l'esclavage colonial. Donc il y a 3 catégories de dates par rapport à l'esclavage en France. Je me posais la question par rapport à ces 2 types donc, de modèles de mémoire. Est-ce que la mémoire du modèle du 11 novembre n'aurait pas tendance un petit peu à s'éteindre du fait que les anciens combattants, bon, il n'y en a plus de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ça s'éteint, alors que les souffrances du deuxième modèle de la Shoah, que ce soit le racisme ou l'antisémitisme, sont toujours vivantes. Donc je dirais que le terreau de besoin de reconnaissance de ces souffrances est plus que jamais vivant. Donc, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une mémoire qui peut, petit à petit, être plus difficile à porter ? Merci pour cette question. Non, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas, en tout cas, dans les années qui viennent. Dans 50 ans, 100 ans, je ne serai plus là. Je ne peux pas le savoir. Non, je ne pense pas, parce que même si, effectivement, il y a eu cette hantise, il y a encore cette hantise des derniers témoins, des derniers poilus. Souvenez-vous de l'événement médiatique avec la disparition du dernier poilu. On se dit, finalement, c'est toute une mémoire qui disparaît. Eh bien, oui et non. Oui, parce qu'il n'y a plus de témoins, mais le sens des morts pour la France, le sens de ce qui a été institué au lendemain de la Première Guerre mondiale continue
continue à former et à préformer un certain nombre d'autres événements. On l'a vu par rapport même aux attentats islamiques qui ont endeuillé la France. C'était encore cette mémoire-là qui revenait, y compris d'ailleurs lorsque c'était des civils qui étaient... il y a eu encore l'idée d'une mémoire de mort pour la France, alors que même là, pour le coup, il s'agissait parfois de civils qui n'étaient absolument pas du tout conscients, enfin, qui n'avaient pas du tout l'intention de verser le sang en tant que tel pour la patrie. Bon. Donc je ne crois pas du tout que le modèle du 11 novembre soit à court terme en tout cas menacé de déclin. Mais vous savez, la question que vous posez par rapport aux derniers témoins se pose aussi par rapport à la Shoah, par rapport aux derniers survivants. Il y a une angoisse d'un certain nombre de membres de la communauté juive. Il faut se dire, mais alors attendez, là c'est les derniers rescapés qui meurent, mais alors cette mémoire va s'éteindre. Non, elle ne va pas s'éteindre pour autant. Son modèle, même si une mémoire n'est pas simplement indexée à la survivance de ces derniers témoins. Elle peut survivre au-delà, surtout lorsque parfois elle est portée par les descendants précisément. Et comme contre-exemple, ce qui est très intéressant, c'est la question de la mémoire de l'esclavage. Elle est véritablement venue dans le débat public en France, surtout depuis les années 90, alors que vous voyez les événements, ça renvoie à avant 1848. Donc ça renvoie à du très terme. Là, c'est la 3e ou 4e génération, si vous voulez, après ces événements, qui va porter aujourd'hui davantage que leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents cette mémoire. Il me semble qu'on peut observer à l'étranger, par exemple en Afrique du Sud, un autre modèle qui vise à mettre face à face les victimes et leurs bourreaux pour arriver à une sorte de réconciliation nationale. Et ça, on n'observe pas ça du tout avec la Shoah, mais on l'observe aussi, il me semble, avec les événements du Rwanda. Il me semble qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Merci. Dans le cas de l'Afrique du Sud, effectivement, il y a une commission dite Vérité et Réconciliation qui a été instituée sous l'égide de Desmond Tutu, qui était archevêque à l'époque. Alors, les résultats de cette initiative, tout à fait novatrice, alors même s'il y avait déjà eu des modèles en Amérique latine qui avaient été institués un petit peu avant, mais les résultats sont assez contrastés, en tout cas au vu des spécialistes, que je ne suis pas, mais pour avoir lu les spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu un vrai travail sur la vérité de ce qui s'est passé à travers les témoignages, à travers aussi des scènes de reconnaissance, ou des scènes où on voyait les anciens bourreaux et les anciennes victimes qui étaient là. Sauf que l'objectif final, qui était la réconciliation de la nation africaine avec elle-même, et notamment entre les Blancs et les Noirs, n'a pas vu le jour. C'est une des sociétés les plus violentes au monde, une des plus racistes encore qui existe sur la Terre. Donc, les espoirs d'une réconciliation, comme on l'appelle là-bas, d'une nation arc-en-ciel, véritablement une nation arc-en-ciel, malheureusement n'ont pas vu le jour, n'ont pas vraiment vu le jour. Alors même si je ne dis pas que que ce qui se passe aujourd'hui c'est comme avant, bien évidemment, on n'est pas dans un régime d'apartheid, ou en tout cas on n'est plus. Mais en tout cas, la réconciliation n'est pas encore la réconciliation, et l'égalité raciale n'est toujours pas de vigueur, ne sont toujours pas de rigueur. Non, mais ça, c'est aussi dû aux rapports sociaux entre les Blancs et les Noirs. Hein. Bien sûr. C'est pas uniquement une question de racisme. Oui, elles sont liées quand même. Elles sont liées quand même, parce que les questions économiques et sociales là-bas sont quand même très indexées sur la question de racisme. Hein, quand même. Comment voyez-vous et que pensez-vous du rapport des autorités françaises à la mémoire coloniale? La France a quand même été la 2e puissance coloniale du monde, mais officiellement, la mémoire coloniale n'est pas du tout présente dans l'histoire et dans les commémorations, dans les politiques mémorielles
en France et elle est assez souvent évoquée sous deux angles. En général, lorsque les autorités françaises se retrouvent en Afrique et qu'elles sont confrontées à des questions en rapport avec la mémoire coloniale, le discours consiste souvent, Emmanuel Macron a été le dernier, je crois, au Burkina Faso à y faire référence, à demander à la jeunesse d'oublier. Une injonction à l'oubli, venant précisément d'un pays où la mémoire est présente partout. Et on se souvient tout le temps on n'a jamais demandé aux Français d'oublier. Et lorsqu'il ne s'agit pas, lorsque ce n'est pas des demandes d'oubli face aux Africains en France, c'est une tendance à se souvenir plutôt ou à évoquer l'époque coloniale en insistant sur ses aspects positifs assez souvent. Comment voyez-vous ce rapport à la mémoire coloniale chez les officiels? Merci. Alors, il est assez complexe. Alors, comme je l'avais dit au cours de ma conférence tout à l'heure, dans la mesure où il s'agit de défaites pour la France, de défaites, si ce n'est militaires, moins politiques, au cours des années 50, 60, les gouvernements n'ont pas été prompts à commémorer ou à reconnaître un certain nombre de choses. Alors, en même temps, il faut distinguer... par rapport à des choses qui ont pu se faire depuis lors, depuis les années 2010, 2010, 2020, etc. Il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été faites, mais sous des perspectives un peu différentes. La question coloniale, c'est aussi la question de l'esclavage. Qui est bien plus ancienne qu'un certain nombre de pays africains qui ont été colonisés au XIXe siècle. Mais les quatre vieilles colonies, les quatre plus vieilles colonies, c'est les Antilles, la Réunion. Donc là, il y a des choses qui ont été faites très tardivement, mais à partir des années 2000, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Il y a eu un comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Il y a eu des archives qui sont... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont encore à faire, encore plein de choses à faire, mais par rapport au fait qu'auparavant, il n'y avait pratiquement rien, si vous voulez, en tout cas à l'échelle métropolitaine, il y a eu des progrès qui ont été faits, y compris dans les programmes scolaires. Alors, encore une fois, il y a encore des progrès à faire, mais il y a des choses qui ont été faites et qui n'existaient purement et simplement pas auparavant. Donc ça, c'est, je dirais, la partie coloniale qui renvoie à la période la plus ancienne du colonialisme français, c'est-à-dire la période de la traite, de l'esclavage, etc. etc. Et vous avez la deuxième, je dirais, la deuxième salve coloniale, surtout 19e, si vous voulez, qui va coloniser une partie de l'Afrique, du Maghreb, etc. Donc là, effectivement, Macron a essayé de faire de son quinquennat quelque chose autour, je dirais, de deux enjeux importants. Chaque chef d'État essaie d'avoir assez... Bon, Chirac, ça a été, bien évidemment, la reconnaissance de la responsabilité, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de l'État français dans le cadre de la déportation des Juifs de France. Bon, les deux grands chantiers de Macron, très clairement, c'était la guerre d'Algérie et le Rwanda. Donc là, il s'est quand même, alors même si il y a des dissensus, même si il n'y a pas vraiment de réconciliation, etc. Le rapport qu'il a demandé par rapport au génocide au Rwanda n'est pas entièrement accepté par les autorités rwandaises aujourd'hui. Donc il y a encore des conflits, mais il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, encore une fois, surtout si on compare avec la période antérieure où il y avait pratiquement rien, ou pas grand-chose, si vous voulez. Donc il faut savoir de quel colonialisme on parle ou de quelle période coloniale on parle. Alors effectivement, là où je pense que vous avez raison, c'est concernant des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, etc., qui sont des pays anciennement colonisés. Là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et lorsqu'il y a eu des choses, souvenez-vous le fameux discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, bien évidemment, ça a quand même provoqué un certain nombre de tollés, quand il va affirmer, vous vous souvenez, que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Donc là, pour le coup, il y avait plus que de la maladresse.
la commémoration de la guerre d'Espagne qui a divisé l'Europe. Alors, il n'y a pas de commémoration officielle, mais c'est impossible qu'il y ait une commémoration de quoi que ce soit. Quelle est votre opinion là-dessus? Par exemple, comment peut-on réconcilier les Espagnols avec eux-mêmes s'il n'y a pas de commémoration de ce qui s'est passé? Alors, je Qu'est-ce connais... qui se passe en Espagne exactement pour ça, pour ce thème-là, la Ouais. guerre civile qui les a divisés? Alors, je connais moins la situation espagnole. Je sais qu'il y a eu un gros travail mené de réconciliation, je ne sais plus le terme en espagnol, mais où il y a eu des commissions d'historiens qui ont été mis en place sur la responsabilité de Franco, d'un certain nombre de ses généraux, etc. Bon, pour essayer aussi de retrouver des dépouilles de victimes du franquisme. Bon, donc il y a des choses qui ont été mises en place depuis, mais c'est assez récent, hein, depuis une quinzaine d'années en Espagne, mais sans que cela aboutisse véritablement à une réconciliation. Vous avez toujours encore des nostalgiques du franquisme en Espagne, bon, même s'ils sont moins nombreux qu'à une certaine époque, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore vif, c'est encore vif dans les mémoires, parce que aussi ça fait pas si longtemps, hein.